Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame en avril 2019, un projet est né, un projet d'étude et de maquette des charpentes disparues de la cathédrale. Ce projet a été porté par les Compagnons en collaboration avec l'école de Chaillot. Et le fruit de ce travail a été présenté lors du forum Bois Construction dans le Grand Palais éphémère à Paris en juillet dernier. Pour revenir sur ce projet et nous en présenter ses tenants et ses aboutissants, je reçois trois invités. Tout d'abord à ma gauche, M. François Auger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine, compagnon charpentier et meilleur ouvrier de France. Compagnon charpentier du devoir. Compagnon charpentier du devoir. Bienvenue. À vos côtés, Florence Babix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et enseignante à l'école de Chaillot. Tout à fait. Et enfin, Monsieur Mathieu Andrieux. Bonjour. Vous sortez juste de l'école de Chaillot et vous êtes donc diplômé et vous êtes architecte du patrimoine. Tout à fait. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous présenter comment est né ce projet un peu fou d'études et de maquettes? Donc, comment c'est né? Quand l'incendie est arrivé, nous, en tant que compagnon, on avait une réunion qui était déjà programmée le samedi. Et donc, avec le comité de pilotage, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et très, très vite est venue l'idée de mettre une quinzaine de jeunes futurs compagnons à travailler de manière à restituer les charpentes de Notre-Dame. Et qu'à terme, ils puissent être, au travers de ce travail, devenir compagnons charpentiers. Donc après, faisant partie des deux maisons des compagnons du devoir et de l'école de Chaillot, tout naturellement, on a pris contact avec Florence Babix et Véronique Villano, de manière à ce que l'école de Chaillot puisse participer et de faire un projet en collaboration avec l'école de Chaillot. Sur quelle base avez-vous travaillé? Est-ce qu'il y avait des relevés de cette charpente? Comment est-ce que... Oui, alors, moi je m'occupe notamment à l'école de Chaillot de la mise en situation professionnelle. Et dans le cadre de cette mise en situation professionnelle, 4 ans auparavant, deux élèves qui sont devenus architectes du patrimoine, et même un d'entre eux est devenu architecte en chef et s'occupe maintenant de la restauration, avaient fait les relevés qu'on voit ici sur le panneau, des relevés tout à fait exhaustifs, faits à la main, de l'ensemble de la charpente, enfin des charpentes, sauf la flèche dont on connaissait déjà bien les relevés d'origine. Et donc ils avaient fait un travail énorme qui finalement n'avait pas vraiment été exploité jusque-là. Et c'est l'occasion de l'incendie qui a ressorti ces relevés et nous a permis justement d'étudier après coup, après que ça ait disparu, d'étudier l'existant. Et ils étaient tellement précis et tellement annotés d'observations faites sur place qu'on n'a pas épuisé encore tout leur rapport. Toute leur richesse. Alors, ce qui était intéressant côté compagnons, c'est qu'en 1970, il y avait 3 compagnons qui avaient fait les relevés de la flèche de Notre-Dame de Paris à l'échelle 1/20e. Et cette maquette, c'était juste la flèche. Et à un moment donné, la bonne occasion, c'était de permettre de venir raccorder sur cette flèche la partie de la nef, du chœur et des transepts. Voilà, donc cette flèche a pris tout son sens et a été accompagnée par ça. Voilà. Oui, de compléter la maquette finalement. Oui, c'était vraiment une source, autant chez les compagnons, il y avait déjà eu un travail de fait, et pareil chez les Chaillotins. Voilà, c'est ça qui est beau, parce qu'il y a eu des premiers travaux côté Chaillotin qui ont été faits côté compagnons, et puis qui sont venus enrichir ce projet. Donc il y a eu une espèce de descendance ou de continuité qui était assez riche. Ouais. Voilà, donc c'est une des particularités de ce travail qui a finalement duré pendant 2 ans à cause du Covid. Ça devait durer 1 an, mais ça a été repoussé. Et donc, on est allé peut-être plus loin qu'on aurait pensé au départ. C'est qu'on était du coup en lien direct avec l'équipe de maîtrise d'œuvre
qui maintenant s'occupent de Notre-Dame. Et c'est même, par certains aspects, eux qui ont piloté certains sujets de recherche, qui nous ont dit, par exemple, on verra tout à l'heure, l'abside, elle est très compliquée. Il y a une ferme qu'on arrive difficilement à faire en maquette. Ça serait bien que vous l'étudiez à fond à partir de nos relevés. Alors en tout cas, ce qui était intéressant pour la partie recherche, quand on est allé avec les compagnons et les élèves de l'école de Chaillot à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, on a été très bien reçus. Ça avait fait l'objet d'une formation spécifique de manière à ce que tout un chacun puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents qui existaient et les originaux des plans, tant de ceux de Viollet-le-Duc que ceux de Bellu, qui étaient des plans d'exécution. Et c'était très émouvant parce que nos aïeux, tant du côté architecte que du côté compagnon charpentier, on avait vu ce qu'ils nous ont laissé comme une bouteille à la mer et qu'on s'est mis à relire pour pouvoir réaliser ce projet, quoi. Mathieu Andrieux, vous avez donc pu participer à ce projet en tant que chaillotin à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé, la relation avec les compagnons, comment vous avez travaillé ensemble? Oui, bien sûr. Je pense juste, Florence nous dit que c'est un projet long. Effectivement, 2 ans, c'est long et c'est rare de pouvoir se consacrer, se concentrer autant de temps sur un sujet aussi ambitieux. Et donc, il y a eu des temps de recherche, il y a eu des temps d'études, il y a eu une visite aussi, parce qu'on parle des charpentes qui ont disparu, mais les beffrois ont miraculeusement survécu, et ces beffrois ont aussi été reconstitués dans le cadre de ce travail par les compagnons. Donc, on s'est retrouvés en scaphandre à déambuler dans le labyrinthe des 2 tours. Et puis après, il y a un temps de mise en forme au trait, avec les compagnons, avec les architectes, et puis après aux outils, quand il s'agit de sculpter. Et nous-mêmes, on a particulièrement dessiné, c'était passionnant. C'était passionnant. Sur mon expérience particulière, eh bien, et les échanges avec les compagnons, eh bien, nous avons eu à la fois, on s'est déplacé, on est allé dans les coteries pour être à leur contact, comprendre la logique, parce que ce sont 2 mondes qui ne se parlent pas forcément tous les jours, a fortiori pour des jeunes, tout est relatif, mais on va dire des gens qui n'ont pas encore travaillé ensemble dans un milieu professionnel établi, et donc on va chez eux, ils viennent chez nous. Alors pour ma part, vraiment un investissement aux ateliers Saint-Jacques. Tenez bien votre micro. Pardon, excusez-moi. Aux ateliers Saint-Jacques, au plus près des machines et au plus près des compagnons qui vont poncer et travailler. Voilà. Et donc, pour nous architectes, on voit ça, mais jamais sur 2 ans. Ce projet a pu lier plusieurs dimensions pédagogiques, scientifiques, mémorielles. Finalement, c'est extrêmement complet et ça vous a permis de balayer des champs très larges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la partie peut-être mémorielle ou scientifique? Sur la partie mémorielle, tu peux peut-être donc, dire... au-delà du mémoriel, il y avait le mémoriel évidemment, puisque l'idée c'était de permettre à des gens, quel que soit leur niveau de culture ou de connaissance, au travers de la maquette, de comprendre un peu ce qu'était la maquette. Mais c'était aussi ce qui est cher aux compagnons, puis à l'école de Chaillot, c'est les points communs qui nous lient. C'était la retransmission du savoir-faire. Et ça, c'est cher aux compagnons à l'école de Chaillot. Et ce que je dis assez souvent, c'est que de toute façon, tous ces monuments, ce patrimoine matériel, ne doit son existence que grâce au patrimoine immatériel, les savoir-faire, l'art du trait, par exemple. Et que s'il n'y a pas la transmission de l'art du savoir-faire, il n'y a pas de monument. Voilà, tout simplement. Après, Voilà. Nous, on l'a évidemment, on a saisi cette occasion de faire un exercice pédagogique. Puisqu'il s'agissait à la fois de travailler sur des archives, de travailler sur des relevés, de travailler sur des maquettes. Donc c'est déjà en miniature un chantier. Et d'ailleurs, les compagnons l'ont organisé comme un chantier. Ils en parlaient comme un chantier. Il y a des approvisionnements de mètres cubes de bois, des choses comme ça.
Et ce qui était particulièrement intéressant, c'était d'une part qu'il y avait effectivement cette collaboration et cet échange et cette complémentarité de vue entre des compagnons charpentiers et des architectes qui plus tard travaillent ensemble sur les chantiers. Et aussi, on avait donc 13 chaillotins. C'était aussi une expérience intéressante de les faire travailler, les 13, sur un même sujet. Et donc, ils se sont... on a défini, comme je vous disais, avec la maîtrise d'œuvre, un certain nombre de sujets particulièrement pointus. Et chacun s'est, par petits groupes de 2 ou 3, occupé d'un sujet particulier. Je voyais tout à l'heure l'affiche de l'abside, oui. Dont on parlait. On a donc Jonas et Vincent qui ont travaillé pendant plus d'1 an à comprendre, à disséquer, à démonter intellectuellement l'assemblage de, en fait, ce morceau de charpente qui arrive de façon horizontale, droite, et puis l'abside, donc le rond-point, et comment les deux s'assemblent, comment l'abside a tendance à appuyer, et donc comment les concepteurs médiévaux et les suivants ont renforcé cette partie-là. Voilà, donc il y a toute la logique, si vous voulez, de la façon dont les contraintes se répartissent grâce aux assemblages, grâce au travail sur les sections de bois. Enfin, c'était extrêmement pédagogique, quoi. On aurait pu tenir encore un certain temps. D'ailleurs, je les remercie beaucoup parce que la plupart ont été diplômés et ont continué à travailler. Ils n'étaient plus à l'école, mais ils revenaient tous les jeudis soirs. On faisait une visioconférence et on travaillait parfois jusqu'à minuit. En tout cas, ce que je veux dire, cette affiche, là, on peut voir donc sur la gauche le travail des chaillotins sur l'abside et sur la droite le travail des compagnons charpentiers. Ouais. Et donc, cette simple affiche montre bien le regard sur un même objet et le niveau d'approche un peu différent, un peu plus dans le détail et la compréhension des évolutions de la charpente sur la gauche par les chaillotins et le plan d'exécution des compagnons charpentiers qui leur ont permis de faire la maquette. Donc là, on voit bien, cette même affiche démontre l'association de cette collaboration. Oui, parce que finalement, travailler sur une charpente, ce n'est pas qu'une question de dimensionnement. On a beau avoir les mesures, il faut aussi beaucoup travailler sur les assemblages. Donc là, il y avait une grosse réflexion. Disons qu'on a autant l'architecte du patrimoine que le compagnon charpentier. Il y a une culture du métier où, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des retransmissions de savoir-faire. Et c'est ce qui permet d'enrichir tant un charpentier et tant un architecte. Et l'intérêt, justement, encore une fois, c'est ce partage de toutes ces petites combines de métiers d'architecte ou de charpentier qui ont permis et donné l'intérêt d'enrichir l'un et l'autre. Voilà. Avec un sujet particulièrement sioux, parce qu'il n'y a pas une charpente, mais il y a 2, 3, 4 charpentes en fonction des époques, et des reprises, parce qu'elles ont été restaurées. Et donc un travail d'enquête, d'inspection, d'inspecteur, si vous voulez, pour comprendre le mode d'emploi, et notamment sur cette abside qui nous a donné beaucoup de fil à tordre. Mais également sur ce qu'on a appelé les travées de transition, c'est-à-dire qu'en fait, c'était aussi un sujet qu'on nous avait suggéré d'étudier particulièrement, c'est que quand Viollet-le-Duc est venu installer sa flèche, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus massive, qui a des contraintes beaucoup plus importantes, comment a-t-il procédé ? Et grâce au relevé à notre disposition, et puis grâce aux archives, et il avait lui-même beaucoup écrit, donc en croisant tous ces éléments, alors on vous montre pas tout parce qu'il y a une quinzaine de planches, mais on a pu montrer comment en fait il a conçu des renforcements des premières fermes de chaque côté
des 4 côtés, en fait, enfin, les 2 sur la nef et puis le transept qui a été, lui, entièrement fait à neuf. Mais il a renforcé donc les fermes existantes très intelligemment, en fait, en s'inscrivant dans une continuité, mais avec une technologie moderne. Ouais, ce qui est intéressant en attendant, au travers de ce travail, c'est qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait eu de toute façon une complicité entre Viollet-le-Duc et son charpentier Bellu. Et j'en profite pour souligner que le fameux gâcheur, c'était un compagnon, Angevin, l'enfant du génie, pour ce qui est de la flèche. Donc il y avait déjà une complicité qui a permis de faire cette œuvre exceptionnelle de la flèche. Et cette intelligence aussi, justement, comme disait Florence, c'est d'avoir analysé un petit peu la structure, la génétique des charpentes médiévales, de l'observer, comment elle était dessinée. Et lui, il est venu greffer une charpente 19e en ayant compris comment fonctionnait structurellement cette charpente médiévale. Et donc Enfin, ça, on s'en rend compte que quand on étudie dans le détail toutes ces choses-là. À ce point, dans le détail. Et ça, c'est très émouvant parce que, vous voyez, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en ayant étudié cette charpente, tous ceux qui l'ont conçue, tant Viollet-le-Duc que Bellu et son gâcheur, ils sont morts il y a 150 ans. Là, j'ai des frissons quand je vous parle, mais à un moment donné, on a eu l'impression qu'ils étaient à côté de nous pour regarder ce qu'on faisait, quoi. C'est surtout que pour nous, on n'avait pas l'impression que la charpente avait disparu, en fait. Oui. Elle est restée finalement très présente. On l'avait sous la main, mais parce qu'on l'avait en dessin. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ça n'est pas juste un travail de compréhension et de mémoire, c'est un travail prospectif. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est la philosophie quand même, enfin, c'est la méthode Chaillot. C'est-à-dire que on ne fait du projet sur un édifice que quand on a une connaissance approfondie, qu'on s'est approprié l'édifice, qu'on le connaît dans les moindres pores de la peau. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que le projet, il est dans l'existant et il faut le faire émerger. Et donc, on est dans la phase de connaissance en vue de nourrir un projet. Et enfin, ce que j'aime aussi toujours à dire, parce qu'à un moment donné, on pense qu'il y a les artisans d'un côté, les architectes de l'autre. En tout cas, à l'époque médiévale, il y a des personnes qui commençaient comme apprentis tailleurs de pierre, charpentiers, et pour certains d'entre eux, finissaient maîtres d'œuvre. Et en attendant, dans cet échange, la richesse, c'est que l'activité manuelle, par les maquettes, qui est aussi un objet d'étude. Donc l'activité manuelle nourrit l'activité intellectuelle et l'activité intellectuelle nourrit l'activité manuelle. Et c'est cet échange qui a permis de faire tout ce beau projet, quoi. C'est vraiment un projet passionnant et on comprend la complexité de tout ce que vous avez découvert. Enfin, finalement, chaque élément était un peu une découverte. Ça entretient l'histoire de Notre-Dame aussi, oui, je pense. Une enquête, comme il dit. Une vraie enquête. Et alors, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que vous avez voulu transmettre aussi cela. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a eu cette exposition, qu'il y a les panneaux, etc. Donc, c'est aussi une volonté de transmettre auprès du plus grand nombre de tout ce que vous avez pu découvrir et de la richesse de ces savoir-faire. Donc au départ, effectivement, ça ne prenait pas le chemin d'une exposition telle que Florence va vous présenter juste après. C'était des maquettes, puis petit à petit, comme il y a eu finalement plus de compagnons que prévu, on en est arrivé à aller de la maquette au 20e jusqu'à des détails d'assemblage. Et ça fait tout un ensemble qui ont nourri une exposition. Oui. Alors en fait, comme je vois qu'il y a un petit peu de personnes autour, je voudrais dire que la maquette que vous voyez ici sur et l'exposition, ça n'est pas la maquette qui est à côté. Nous, on a travaillé sur l'existant. On a conçu une exposition à caractère également pédagogique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes les charpentes donc, de Notre-Dame qui sont au centre, et tout autour, il y a des agrandissements, d'assemblages, de pièces particulières, des poinçons,
toutes sortes toutes les parties qui nous ont semblé, et qui ont semblé, c'est les compagnons beaucoup qui ont fait ce choix. Hein. Et au milieu de cela, on a installé des tours avec les panneaux qui ont été faits donc, par les 13 architectes élèves à l'école de Chaillot, hein, puisque c'est une école de spécialisation. Ils sont tous architectes de 7 à 77 ans et ils viennent se spécialiser. Donc ce travail a été présenté comme ça pour véritablement donner des explications au public de ce qu'ils avaient sous les yeux. Et donc ça a été présenté une première fois, mais très rapidement, comme vous l'avez dit, au Forum du Bois en juillet dernier. Et il faut absolument qu'elle soit représentée parce que c'est un outil pédagogique exceptionnel qui peut s'adresser évidemment aux professionnels mais aussi aux plus jeunes. Et ça a été un des enjeux des planches de savoir être parfois pointu et être parfois plus général pour ne pas noyer le public. Et tu disais tout à l'heure, parfois on avait l'impression qu'elle existe. Je ne sais pas le nombre de maquettes, mais on a eu une production absolument phénoménale avec les compagnons. Je vous assure qu'elle existe pour de vrai, cette charpente. Elle n'est pas du tout virtuelle. Et d'ailleurs, le côté émouvant, ça m'en vient à rebondir sur ce que vous dites. Parmi les Chaillotins, il y avait un architecte, James White. Dans le cadre de cette exposition, il a fait 4 petits films sur des sujets taillés, mémoire, etc., avec des phrases sur Victor Hugo. Et il a associé des photos qui existaient de la charpente avant l'incendie avec des photos qui ont été prises dans les maquettes dans le même angle. Oui. Et en fait, c'est saisissant. Ah oui, et en fait, donc il y a déjà eu une planche qui a été faite pour montrer aux gens un petit peu cette espèce de fantôme ou je ne sais quoi, cette espèce de magie. Et donc, il en a fait des films avec un fond sonore. On avait présenté ça à l'équipe de maîtrise d'œuvre de Notre-Dame, Philippe Villeneuve, etc. Et moi, j'ai regardé un petit peu l'expression du visage de Philippe Villeneuve parce que nous, on avait déjà vu les films qui étaient très émouvants. Ça a touché beaucoup de personnes pour qui la cathédrale était proche. Et là, il a tapé en plein dans le mille par la subtilité, la sensibilité de ses films. Entre l'avant et les maquettes, cette espèce de travail de mémoire. Ouais. Donc c'est une maquette c'est une exposition qui est prévue pour être itinérante. Et donc, elle est actuellement elle est en caisse, hein, on voit rien, elle est en caisse. Vous pouvez voir sur le stand des architectes du patrimoine, salle Soufflot, une grande partie des panneaux, réduits, mais enfin bon, quand même suffisamment visibles. Et les compagnons l'ont confiée à des professionnels pour la vendre, la faire voyager dans le monde entier. Et voilà, moi je sais que la Bulgarie déjà, avec qui on a des relations, nous a demandé de la faire venir. Ouais. Je crois qu'on a des choses en Allemagne aussi et en France, bien sûr, on va tâcher de faire en sorte qu'elle soit visible par le plus grand nombre. Bien sûr. Voilà, donc ça va être une maquette qui va faire son tour de France et même au-delà, un petit peu en clin d'œil aux compagnons. Et si les gens ne viennent pas à Notre-Dame, la vraie, il y a une possibilité à ce que ce soit l'exposition à l'échelle réduite qui aille à la rencontre de ceux qui le souhaitent, quoi. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça donne envie de découvrir le fruit de tout ce travail, de cette aventure humaine incroyable. Je vous remercie tous les 3 pour votre participation. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Je vous en prie. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets en lien avec le patrimoine. Merci et à bientôt.